500 € pour une machine à voyager dans le futur, vous rigolez, faudrait au moins qu'elle fonctionne dans les deux sens pour ce prix-là. Bah, enfin mon petit Hal, tu sous-estimes l'intérêt du futur. Imagine, connaître les chiffres du loto avant même que le tirage y commence, savoir si ton patron va te donner une augmentation, et puis connaître le prénom que ta femme veut donner à tes enfants et pouvoir changer de femme éventuellement si les prénoms te plaisent pas. Oui mais moi ce que je veux c'est aller dans le passé pour prévenir les auteurs de Chris Colorado qui feront pas de saison 2 et qui doivent pas bâcler les 4 derniers épisodes. Oh là là, changer de passé, dangereux ça, dangereux. Ma machine à moi, elle créera jamais de dégâts, jamais de paradoxe, rien. Le futur, rien que le futur. Permettez. Vous voyez ça? C'est frais maintenant. Mais c'est frais maintenant parce que je voulais frais pour maintenant, pour dans le futur par rapport à quand je l'ai effectivement mis à refroidir. Et je l'ai mis au frigo pour empêcher le futur apocalyptique dans lequel il n'y a pas de coca maintenant au frigo. Ce faisant, par égard pour mon moi du futur, de maintenant qui a soif maintenant, j'ai changé le passé et j'ai mis une boisson à refroidir pour l'avenir. Et il y a quand même le paradoxe. Ah, vous me faites mal à la tête. Bon, écoutez, 500 €, on n'a pas. Mais pour votre machine à voyager dans le temps, on peut vous payer, si vous voulez, en anime orange. Je vous en donne 20 bouteilles. Tu brises le cœur. Alors, au moins 50. Bon, 30 et on vous fait une review sur le thème de votre choix. J'ai peut-être une idée. Tu te rappelles Valérian et Laureline? Bien sûr, c'est tout récent. Perdu quelque part dans le temps. Valérian et Laureline, Time Jam en anglais, est une adaptation. Une adaptation extrêmement peu fidèle d'une BD qui a sa communauté de fans. Par conséquent, le succès n'a pas été au rendez-vous. Pour ceux qui connaissaient et aimaient la BD, la transformation a été assimilée à un véritable massacre. Il faut dire qu'il ne reste de l'œuvre originale que quelques personnages, quelques noms et la couleur des cheveux de l'héroïne. Juste la couleur. Pour la coupe de cheveux, ils ont modifié. Cette BD doit vraiment être un monument de la culture bande dessinée, ses fans continuent de la défendre bec et ongle après toutes ces années. Ben, pour beaucoup, elle l'est. Pas pour toi. Ben, je l'avais pas lu. Faut me comprendre, moi j'étais fan de Yoko Tsuno et faut bien le reconnaître, tout ce que je pouvais trouver de révolutionnaire pour l'époque dans Valérian, c'était déjà dans Yoko Tsuno. Le personnage féminin qui devient rapidement central à la place du ou des personnages masculins, l'exploration des différents espaces, des différentes époques, qui permet des scénarios très divers et variés, qui explorent tous les genres. J'avais lu cet album-là, où le héros affronte dans une compétition sportive plusieurs héros typiques de comics avec des super-pouvoirs, et où il gagne parce qu'il est un homme ordinaire et pas les autres. J'étais trop jeune pour saisir le message caché derrière. Finalement, quand je l'ai lu, cette série de BD, j'étais adulte. J'étais plus ouverte à la fanitude pour ce genre de série. Et puis, l'univers que j'ai découvert est tellement pessimiste. Les héros servent à rien. Ils servent à rien parce que dans la plupart des mondes qu'ils explorent, les autochtones sont trop cons pour se laisser sauver. D'ailleurs, l'accent n'est pas mis sur eux, c'est mis sur les figurants qui parlent, engoncés dans leur routine, et pas sur les héros eux-mêmes, qui sont à la rigueur là pour faire des commentaires de cœur antique. Valérian et Laureline, c'est un couple établi dès le premier album, un vieux couple même. Valérian est très boulot, règlement et procédure, paperasse et tout le tout-team. Laureline est tête brûlée. C'est leur seule personnalité. Il y a pas mal de messages politico-revanchards dans les BD, et je parle pas seulement du coup de gueule de la BD belge contre les comiques. Il y a carrément un album sur la persécution des Amérindiens, mais avec des extraterrestres. En général, les héros échouent à résoudre la situation, ils sont pas surpuissants. Ah, et puis il y a ce que je considère comme la fin. La fin. Sans aller jusqu'à être une fin à la Mass Effect 3, elle est quand même pas très reluisante. Enfin, c'est surtout qu'elle est peu en adhésion avec l'état d'esprit des autres albums.
État d'esprit qui, d'ailleurs, se dégrade dans les derniers, faisant de Valérian quelqu'un de plus en plus égoïste et minable, et pour qui on a de moins en moins d'empathie, et de Laureline une bombasse de plus en plus blasée avec de moins en moins de caractère. L'univers est intéressant, mais il m'a pas prise. Et puis, les dessins sont pas aussi beaux que ceux d'Yoko Tsuno. Je suis désolée, je sais que j'ai pas donné à cette BD la chance qu'elle méritait, je sais qu'il me manque le contexte, l'aspect à l'encontre des traditions qu'elle pouvait avoir quand elle est sortie, mais non, j'arrive pas à la défendre bec et ongle. J'ai pas accroché. En bref, tu n'aimes pas. Non. Mais ça ne rend ni défendable ni cautionnable le fait d'avoir appelé une série Valérian et Laureline pour en faire quelque chose de totalement différent. La série ne donnera pas envie de voir l'œuvre originale, c'est totalement différent. Qu'est-ce que ça aurait coûté d'appeler les personnages différemment? C'est pas comme si Valérian et Laureline étaient des prénoms français très courants. Valérian Duchemin. Présent. Laureline Héridon. Présente. Valérian France. Présent. Valérian Achenard. Présent. Laureline Évrard. Présente. Laureline Omildon. Présente. Kevin. Présent. Oui, bon, on a repris le titre d'une œuvre originale pour en faire complètement autre chose. Bouhou, c'est pas bien, c'est nul, c'est minable, arrose sur ceux qui ont fait ça, mais en considérant la série pour elle-même et pas pour son rapport à l'œuvre originale, est-ce qu'elle est si catastrophique que ça? Sûrement pas. Certainement non. Incontestablement contestable. Sérieusement, rouler au bulldozer sur les albums de la BD est à peu près le seul reproche qu'on puisse faire à cette série. Le reste est un quasi sans faute, elle a tous les avantages de l'animation japonaise et tous ceux de l'animation française, c'est franco-japonais. Les personnages sont géniaux, l'univers est fouillé et cocasse et la musique est géniale. Ah non, pas le générique. Ça va, c'est pas encore. On ira, on saura sauver notre existence. Ah! Voir Un monde sans danger et au moins chanté par une voix audible. Vu les paroles, c'est pas forcément un bien. On vous promet de donner le maximum contre la menace et de sauver tous les hommes. Bon, stop, sinon tu vas nous faire honte d'être fan de Code Lyoko. Bon, c'est sûr que les génériques de Valérian, c'est plutôt une bonne chose qu'on n'entende pas les paroles. Parce que côté générique qui veut rien dire, on n'a pas fait mieux depuis Dans ton espace virtuel. Bon, ça va, celui-là, on l'a déjà suffisamment bien cité. Et puis, qu'est-ce qu'on en sait que ça veut rien dire, le générique de Valérian? Est-ce qu'on a pris la peine d'écouter jusqu'au bout? Quelque part dans le temps, il y aura toujours une étoile, Valérian. Je comprends pas. Ah, mais t'es nul, tu comprends pas. L'étoile, c'est lui, il a l'espoir, c'est très profond. C'est sûr. Mais oui, oh, tu comprendras jamais rien à la poésie. Eh, j'ai un bac L, pas toi. On devrait peut-être parler de la série en fait. Oui, en fait. Bon, Valérian et Laureline est une série semi à suivre. Comme, vous savez quoi. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue principale, mais traitée dans des épisodes bien spécifiques, au milieu duquel viennent s'intercaler des épisodes autonomes racontant des anecdotes qui arrivent aux héros et pouvant être placés n'importe quand dans la continuité. Ces épisodes-là peuvent être diffusés dans n'importe quel ordre. Paradoxalement, il vaut sans doute mieux découvrir la série avec le quadruple épisode de fin, qui conclut l'intrigue générale, non sans placer des références aux événements antérieurs si clairs qu'on n'a aucun souci de contexte, et qu'on peut regarder cette fin comme un film autonome, qui nous fait aimer les personnages, l'univers, et donne envie de voir les épisodes de préquel pour prolonger le plaisir. Bah c'est vrai qu'en découvrant avec l'épisode pilote, on a plutôt l'impression qu'on va avoir droit à une série à suivre, et du coup chaque épisode anecdotique crée une frustration, celle de pas voir l'intrigue principale avancer et s'acheminer vers la fin. Oui, mais faudrait peut-être quand même commencer par présenter cette intrigue principale avant de parler du reste de la série. Oui. Valérian et Laureline est une série sur le voyage dans le temps et ses conséquences. Un geste apparemment anodin de Valérian à une époque passée modifie la structure même de l'univers. Oui, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Commençons par le commencement. La Terre, année 2417. Les humains ont exploré l'espace et rencontré d'autres espèces avec qui ils ont établi des relations durables. Leur connaissance du voyage spatio-temporel leur assurant un avantage technologique considérable sur la plupart des autres espèces, ils sont les fondateurs de Point Central, la capitale de la galaxie, où un gouvernement composé de diverses espèces veille au bon fonctionnement de tout ça. C'était déjà le cas dans la BD, mais c'est un des points sur lesquels la série me paraît originale. C'est que les humains ne sont pas présentés comme des espèces inférieures en technologie aux autres espèces extraterrestres. Ils sont au contraire parmi les plus avancés. Bref, à Galaxy City, capitale de la Terre, nous rencontrons Valérian, un jeune bleu tout fraîchement sorti de la formation et qui fait son premier jour comme agent spatio-temporel.
Plus exactement, il est en train de faire son examen final qui porte sur... Non! Opération annulée. C'est une violation de la loi numéro 3 des voyages dans le temps selon laquelle il est interdit à un agent spatio-temporel de modifier le passé ou le futur. Vous allez laisser cet individu être exécuté par un gouvernement totalitaire? C'est exact, oui. Bravo, mon garçon, vous avez réussi le test. On sent pas venir le truc, mais alors là, pas du tout. La dernière épreuve va donc consister en un voyage au Moyen-Âge en solo, sans examinateur, totalement livré à lui-même. On l'estime prêt. Non, je t'assure, on voit absolument rien venir. Pour ce faire, on lui confie rien moins que le plus vieux vaisseau de toute la brigade, le Tempus Fugit lui-même, le prototype du vaisseau à voyager dans le temps. Apparemment, c'est une espèce de tradition de donner le Tempus Fugit à tous les bleus pour leur premier voyage. Le personnage de Valérian est présenté par Rhonda, l'intelligence artificielle du Tempus. Tu es doué pour le pilotage et la mécanique, tu te crois plus fort que tout le monde et tu as un faible pour les filles. Erreur, Rhonda, c'est plutôt les filles qui ont un faible pour moi. Elle insiste beaucoup sur le fait que c'est un dragueur. On ne sent... Bien venir que tu crois, ce portrait se révélera totalement faux. En fait, quand Valérian répond que c'est pas lui qui drague les filles, mais les filles qui se jettent sur lui, il a raison, c'est vrai, il fait rien pour ça. Y a pas une seule jolie extraterrestre qui lui saute pas dessus dès qu'elle le voit, et il ne fait rien pour ça, il est juste irrésistible. Ouais, n'empêche que la série s'appelle Valérian et Laureline, donc on se doute bien qu'une fille va intervenir dans l'événement déclencheur de l'intrigue principale. Peut-être, mais là encore, il n'y est pour rien. Regarde-le, il est totalement fidèle à son code, il observe, il n'intervient pas. Seulement voilà, le spectacle qu'il observe est passionnant. Une jolie rousse se fait demander en mariage par un riche seigneur. Elle le rembarre avec classe et Valérian étant malgré tout bon public, il peut pas s'empêcher d'en rire. C'est ce simple rire qui lui vaut d'être arrêté en même temps que la fille sans qu'il ait rien demandé. D'accord, mais ensuite... Ensuite, elle découvre qu'il dispose d'une technologie avancée, elle l'aide à s'échapper, elle le ramène à son vaisseau, elle s'incruste dedans, et quand il a enfin le temps de penser, il est trop tard, il a une meuf du Moyen-Âge à bord d'un vaisseau du 25e siècle. C'était une acrobate itinérante, sa disparition de la France du Xe siècle peut pas avoir des conséquences si catastrophiques. Tu devrais revoir un peu l'effet papillon, la conséquence dépasse l'entendement. Bienvenue au 25e siècle. Elle est où la Terre? Que s'est-il passé, Rhonda? Je l'ignore. D'après les coordonnées spatio-temporelles, la Terre devrait être là, je n'y comprends rien. Vous voulez dire que la Terre a disparu? Il n'y a absolument pour rien, c'est elle qui a tout fait, mais Rhonda, lui et la jeune femme admettent d'emblée que c'est lui l'unique responsable. Félicitations, je parie que c'est à cause d'une fille. Et toute la série, il devra se dépatouiller avec le poids de cette responsabilité. Il en garde un petit côté blasé qui fait son charme. À première vue, c'est un héros assez générique, caractérisé par ses compétences et son humour provocateur. C'est pourquoi une blessure intérieure et une quête personnelle lui donnent du relief. Son sentiment de culpabilité fera que sa quête pour comprendre ce qui est arrivé à la Terre et trouver où elle a pu passer virera parfois à l'obsession. Je sais que la réponse à mes questions se trouve dans ces enregistrements. La production de cuivre a progressé de 47% en valeur constante avec cependant une légère baisse en mars-avril. Une qui n'est pas aussi malheureuse, c'est Laureline, la jeune femme. L'époque qu'elle découvre la ravit au plus haut point. Par chance, il se révèle que c'était une véritable surdouée, ce qui fait qu'elle apprend rapidement à se dépatouiller avec la technologie. Grâce au pouvoir magique des ellipses, on ne sait pas si elle passe par la machine à tout apprendre très vite qu'il y a dans les BD, mais Rhonda relève ses progrès comme étant exceptionnels, donc la crédibilité est sauve. Son origine moyenâgeuse n'est jamais complètement effacée pour autant. Elle ne cesse jamais de pratiquer la jonglerie et la comédie. Elle ressent régulièrement le besoin de s'arrêter sur une planète pour vivre sur le sol, manger des produits de la Terre, respirer une vraie atmosphère. Elle a un caractère plus enthousiaste et vif-argent et vit davantage au jour le jour que lui. À part ça, ils ont exactement les mêmes compétences, mais ils ne se font pas de l'ombre l'un à l'autre, contrairement à Papyrus et Teti. Ils travaillent ensemble de manière complémentaire. Leur relation ressemble tout de même pas mal à la relation de Papyrus et Teti. C'est-à-dire aucune tension amoureuse du tout. Leur relation est intéressante parce qu'ils sont plus ensemble que s'ils étaient vraiment ensemble. Il n'y a pas de faux suspense, ils ont parfaitement conscience de la réciprocité de leurs sentiments, mais aucun des deux n'a l'intention d'en parler en premier. Et surtout, leur relation leur convient tant qu'elle est platonique. Ils sont beaucoup plus proches en étant amis. Ils sont même pas jaloux des Williams qui passent. Et pourtant, Dieu sait s'il y en a. Comme on l'a déjà dit, Valérian plaît à toutes les jolies extraterrestres. Et c'est pareil pour Laureline avec tous les beaux extraterrestres, à l'exception de ceux qui ont déjà une petite amie. Bah, ils sont les derniers humains de la galaxie, ça les rend très exotiques. Et ils n'ont Dieu que l'un pour l'autre. Et ils le savent si bien qu'ils ne se font pas de scènes de jalousie, au contraire, ils plaisantent ensemble de leurs conquêtes respectives. Quelle aventure! Ouais, Milron t'a carrément demandé en mariage. Et pourquoi pas, Amécha voulait bien t'épouser, toi? Ça n'a rien d'étonnant, tu sais. Je suis un garçon irrésistible.
Ah, le mariage. Quand ils se disputent, c'est pour des sujets autrement plus sérieux, comme ceux qu'on fait de l'argent ou où on va trouver du boulot. On apprend dans un épisode que leur dispute est en fait leur façon de faire l'amour. Ah non, ça compte pas, c'est l'épisode limite. Ça a beau être l'épisode limite, en partant d'une idée de base complètement ridicule. Il existe cependant une solution. Il suffit de mettre en présence de l'énergie oméga une énergie contraire qui la neutralisera. Une énergie qui unit, qui attire les éléments les uns vers les autres. Une énergie aimante. L'énergie amoureuse. On arrive à une conclusion qui est vraiment pas mal du tout. Ok, ça va, c'est bon. Allez, on fait la paix? À condition que tu t'excuses pour le chingouge. Et toi pour la méduse? C'est trop facile, c'est toi qui as commencé. Moi? Ça marche. Débile depuis tout à l'heure. Il y avait un fond de vérité dans tout ce que j'ai dit. Du moment que ça marche, qu'il s'aime ou pas. Bon, évidemment, pour apprécier, faudrait que t'arrêtes de prendre ça au premier degré. Leur amour est tellement puissant qu'il n'a pas seulement neutralisé l'énergie oméga, il l'a polarisée. L'énergie oméga est devenue énergie positive. Les ordures retournent sur la planète Vlagos, leur source, comme si elles s'étaient aimantées. C'est formidable, Yardrick. Quel amour surpuissant. Oui. C'est merveilleux. Ils mettent un point d'honneur à dire qu'ils ne sont pas ensemble. Et si l'un des deux est sur le point de briser l'accord tacite de ne pas parler d'amour, il se rattrape aussitôt, et l'autre n'insiste pas, mais il manifeste qu'il a compris et apprécié. D'où vient cette bague? Tu me l'as offerte? Ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs. Je n'étais pas moi-même, c'était à cause de l'implant. Il faut bien dire qu'ils s'occupent autrement. Ils arpentent la galaxie à la recherche de leur planète en vivotant de missions de mercenaires. Il y a rapidement 5 types d'épisodes. D'abord, les épisodes qui font avancer l'intrigue principale, c'est-à-dire les 2 du début, les 4 de la fin, et puis 2-3 épisodes au milieu qui font pas vraiment avancer le schmilblick, mais livrent quand même des indices subtils qui permettent de se dire « Ah mais tiens, c'est vrai, il y a une intrigue principale !» C'est moi qui vous ai permis d'enfreindre la loi numéro 3. Pourquoi? Eh bien parce que vous et Lorlin êtes les seuls à pouvoir sauver la galaxie. Ensuite, il y a le type d'épisode où leur relation est développée. Ces épisodes vont du limite au génial, mais comme on l'a déjà un peu dit, on retrouvera pas les défauts classiques des intrigues amoureuses dans les dessins animés. Si un William sauvage apparaît, ça les rend pas jaloux. Si on leur parle du fait qu'ils sont amoureux, ils rougissent pas et répondent avec assurance. Nos relations sont strictement amicales. Et si, suite à un lavage de cerveau, Valérian perd une partie de ses souvenirs et se met à parler à Lorlin des sentiments qu'il a pour elle, elle en est pas surprise. Juste touchée et angoissée de pas savoir ce qui dans ce qu'il dit est vrai et ce qui est inspiré par le lavage de cerveau. Catégorie d'épisodes suivante, celle dont les méchants sont Sega. Les Vlagos, une espèce pas sympathique du tout. Des espèces d'insectes, scarabées, pieuvres, cafards, je sais pas. Ils ont d'ailleurs une reine qu'ils appellent le Grand Impérateur. Ils se nourrissent d'immondices, donc ils en créent. Ce sont des pollueurs, des impérialistes, des militaristes, bref, tout ce que nous n'aimons pas dans les dessins animés. Obstination et férocité nous vaincront. Le Vlagos récurrent, ce sera lui, Gorkyodol. Il est le fidèle serviteur du Grand Impérateur qui n'hésitera pas à le torturer comme tout grand méchant torture son sidekick, malgré le fait qu'en temps d'apparition à l'écran, le sidekick est plus important que le super vilain en fait. Gorkyodol n'est pas sans rappeler Yago Karkarias, le méchant de Malo Corrigan. Il est avant tout un bureaucrate qui ne se bat jamais au corps à corps mais tire les ficelles de pas mal de rouages politiques. Il fait exécuter les basses besognes par le Quatuor Mortis, une bande d'androïdes qui ne sont pas sans rappeler les Men in Black de Code Lyoko. Ophélia, ordre de mission du Grand Impérateur. Protection rapprochée des deux terriens. S'il leur arrive quoi que ce soit, vous êtes bon pour le battre en fuite. Exécution. À mi-chemin entre les Guignols et l'agence Tourisque. Catégorie d'épisodes suivante, celle où ils font des missions de mercenaires et où ils vont résoudre le problème d'une planète sur laquelle ils descendent. Oh, tu triches, on pourrait mettre n'importe quel épisode dans cette catégorie. Écoute, dans toute énumération, il faut une catégorie fourre-tout. Bon. 5e catégorie d'épisodes, ceux dont le méchant est cette femme. Karna Alkali. Elle est ambitieuse, manipulatrice, sans scrupules et pleine de haine. Elle appartient à une race de télépathes et compte parmi les plus doués, mais n'hésite pas à trahir toutes les règles de savoir-vivre que sa planète a établies autour de l'utilisation de ce don. En un mot commençant, c'est... Toujours par deux, ils vont. Ni plus, ni moins. Le maître
et son apprenti. Pourquoi tu fais la tête maintenant? Bah, je me faisais la réflexion que les extraterrestres sont jamais originaux dans ce genre de série. On fait toujours le même genre, et les Aldébaran ressemblent aux Nourasiens d'Oban et les Antariens aux Vinéens d'Yokotsuno. Ok, mais cite-moi une autre série avec une race de pingouins humanoïdes. Les pingouins de Madagascar ne comptent pas. Ok. En plus, il est bien cet épisode. C'est l'épisode avec les blagues sur le froid, où ils reprennent toutes les blagues de Batman et Robin, mais ils en font quand même une originale. Ça va vous faire des frais? Ça va vous faire des frais. Oh, quel pitre ce Valérian. Il est parfait pour être ministre. Mais bon, au sujet de l'originalité, il y en a une autre dans cette série. Non seulement dans la continuité originale, les humains ont contribué à fonder la communauté galactique, mais on découvre dans un épisode que des humains haut placés complotaient avec les Vlagos pour conquérir l'univers. Pas de spoiler. Pourquoi pas, je te dis, pour apprécier cette série, faut pas la voir comme une série à suivre. En tout cas, les humains sont les méchants associés aux Vlagos qui luttent contre les Antariens associés aux Aldébaran. La modification du passé par Valérian fait que les gentils extraterrestres n'ont plus qu'une civilisation dangereuse à contenir. Écoutez, je veux pas encore avoir l'air de vous contredire. Ah, je suis désolé, c'est l'exemple que nous avez demandé d'analyser. Et il prouve que le paradoxe temporel, parfois, ça a du bon. Non, mais de toute façon, le temps, c'est un non-problème. Et puis, le temps, qu'est-ce que le temps? Ô temps, suspend-on, volez-vous, heure profond, suspendez votre cours. Plaît-il? Oui, le temps. À moi de vous maîtriser, et vous maîtrisera. Et maintenant, il est temps de répondre à votre question. Je crois que vous n'auriez pas dû boire toutes ces bouteilles de Nanimon orange d'un coup. Non, Otmar. Bon, en attendant, le temps, c'est de l'argent. Oh! J'ai votre attention? Est-ce que notre review paye votre machine à voyager dans le temps? Oui, mais il n'intéresse pas, il veut voyager dans le passé. Ouais, je m'en fous, je la veux pour autre chose. Alors, conclu? Conclu. Tu la voulais pourquoi? Ah, pour m'assurer que dans le futur, on se souvienne de cette série et de toutes celles qui méritent qu'on s'en souvienne. Le vaisseau est en danger. Je prends le commandement. Fermeture du SAS. Personnel sélectionné. Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère, nom de code, Condor. Non, ne me faites pas de mal. Oui, vous avez raison, Sandokan. Les grottes sont tout près d'ici. Nous allons bientôt arriver. Sawyer, unité spéciale anticrime. Alcia, désormais, je vais consacrer ma vie à la lutte contre l'oppression Vlagos. Accepterais-tu de devenir ma femme et de combattre à mes côtés? Je suis recherché. Je ne pourrai jamais retourner à mon labo. Et tout ça à cause de vous. La toute-puissance Gordiodol Imperator. Que dis-je? Idole suprême adorée par l'univers tout entier. Ah oui, c'est une variété de choux, Majesté. Oui, c'est vrai. Ah, au fait, on nous demande d'intervenir pour une prise d'otage au lycée Harry Connick. En fait, je pensais justement à me laisser pousser la barbe. Je vous l'ai dit, j'ai dû commencer seul. Laureline, Valérian est l'un des plus beaux joyaux de l'univers. Veille bien sur lui. Je hais tous les Digimon. Acceptez-vous de porter plainte? Je vous présente le Tempus Fugit, le tout premier vaisseau spatio-temporel. Il a effectué son baptême de l'espace-temps il y a très exactement 30 ans, en 2387. Je l'ai moi-même piloté. Je doute que cette modification soit dans les manuels. Viens avec moi. Tu sais bien que c'est impossible. Va-t'en, dépêche-toi. Je reviendrai te chercher, je te le promets. Temps jusqu'à l'orbite de libération, 2 minutes 27 secondes. Ça y est, nous sommes hors de portée. Laureline, Laureline, je voulais te dire...